Bienvenue dans votre journal de la Méditerranée. Cette semaine encore, nous vous proposons de vous faire vivre ou revivre les événements qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. Au sommaire de ce numéro, le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Il a été marqué cette année par la situation en Syrie. Toutes les récompenses ont été attribuées à des reportages sur le conflit syrien. Des reporters prêts à risquer leur vie, mais quelles sont leurs motivations? Nous avons rencontré deux d'entre eux. On l'a appelée la marche des beurs, une marche pour l'égalité entre Marseille et Paris qui a rassemblé des centaines d'enfants d'immigrés. C'était il y a 30 ans. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est ce que nous verrons. Les Invisibles, c'est le titre d'un spectacle présenté en ce moment à Paris, une façon de rendre hommage aux Chibani, ces vieux maghrébins qui vivent seuls dans des foyers après une vie de travail en France. Mais tout de suite, direction l'Italie, où tous les jours des migrants tentent de rallier les côtes, un rêve d'Europe qui se termine bien souvent en drame. 4000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2009. Au large de la Sicile, on a une nouvelle fois frôlé la catastrophe en début de semaine. Le point avec Sophie Granel. Ils sont sauvés. En début de semaine, 400 migrants qui tentaient de passer en Europe par le canal de Sicile ont pu être secourus par les autorités italiennes. Quelques jours plus tôt, d'autres n'ont pas eu cette chance. Dans cette zone connue pour sa dangerosité au large de l'île de Malte, une embarcation chargée d'immigrés, pour la plupart syriens, a chaviré. Le bilan devrait avoisiner la 50aine de morts, peut-être beaucoup plus. Les récits des survivants font froid dans le dos. Le capitaine voulait absolument arriver jusqu'à Lampedusa. On lui a dit d'arrêter le bateau. Les gens se sont déplacés avec les vagues. Sur un côté, on a chaviré. Je ne peux pas décrire cette situation. C'était vraiment horrible. On a tous pensé qu'on allait mourir. Presque par hasard, après 10 minutes, j'ai vu que mes 3 enfants étaient là aussi en vie, à côté de moi. Pour d'autres familles, le sort a été malheureusement beaucoup moins clément, comme pour ce couple sans nouvelles de ses 3 enfants. Je ne sais rien. On ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, on ne sait pas. La dernière fois qu'on les a vus, c'est quand on est tombé à la mer. Des témoignages que l'Italie ne veut plus entendre, quelques jours après avoir lancé l'opération Mare Nostrum, qui renforce son dispositif militaire et humanitaire en Méditerranée. Le pays réclame un engagement politique fort de la part de l'Union européenne. Des drames qui ne freinent pas les candidats à l'immigration. Malgré le danger, leur détermination reste intacte. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes rendus au point de départ de ces bateaux. Ils prennent souvent la mer des côtes libyennes ou encore tunisiennes, notamment depuis Zarzis. Zarzis, une des grandes zones d'activité de la migration clandestine vers l'Europe. Un trafic régional dont les pêcheurs tunisiens sont souvent les premiers témoins. Kamel Benrandan ne s'en remet toujours pas. Il y a 3 semaines, en pleine mer, lui et son équipage sont tombés sur une embarcation de migrants en panne de moteur et à la dérive depuis 8 jours. Il a tout filmé. Ils agitaient les bras comme si on était tombé du ciel. 107 subsahariens totalement épuisés. L'équipage leur lance d'abord des bouteilles d'eau et leur demande de se calmer. Certains se jettent à l'eau de peur de voir le bateau de pêche les abandonner. C'est pas simple de faire monter 100 personnes à bord. En plus, j'avais peur qu'ils se retournent contre nous, qu'ils nous jettent à la mer pour prendre le bateau, peur que certains soient armés. En zone internationale, les gardes-côtes tunisiens ne peuvent intervenir. Alors, méthodiquement, les pêcheurs font monter les naufragés à bord, parmi lesquels des femmes et des enfants. Un voyage que bien des jeunes de Zarzis ont déjà entrepris. Issam le mécano l'a fait juste après la révolution en 2011, comme des milliers d'autres Tunisiens. Son père avait alors vendu ses oliviers pour payer le passage, 1000 €. Talal, son ami d'enfance, était avec lui. Ils sont restés 1 année en France avant d'être expulsés. Ils veulent retourner. On sait que c'est un truc dangereux, mais après, tellement ici c'est la merde, on a envie d'aller là-bas. Même pas la France, hein, partout, surtout l'Europe en gros. L'Europe à tout prix. Nous avons rencontré
un des passeurs qui a organisé de nombreuses traversées de clandestins. Nous le suivons dans une de ces maisons où les candidats patientent avant le grand départ. Voilà, on met les gens là, d'autres dorment de l'autre côté. On les nourrit, c'est organisé. Dans cette maison, on peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Ancien pêcheur, il dit être payé 1 500 € pour conduire les clandestins jusqu'en Italie. Mais c'est le propriétaire des bateaux qui touche le magot, 1 000 € par tête. Les départs se font de nuit. Le propriétaire du bateau compte l'argent et ça y est, ils montent tous dans le bus pour partir vers le bateau. Des traversées mortelles sans fin. Dans le cimetière de Zarzis, des dizaines de tombes juste marquées d'une pierre, les corps anonymes que la mer rejette chaque jour. En Syrie, l'OIAC, l'organisation chargée de superviser la destruction de l'arsenal chimique, progresse. La moitié des sites qui devront être détruits a été vérifiée. Une organisation récompensée la semaine dernière par le prix Nobel de la paix. La Syrie également au cœur du prix Bayeux-Calvados des reporters de guerre. La plupart des reportages primés cette année racontent le conflit syrien. L'occasion de rappeler qu'une dizaine de journalistes, dont 4 Français, sont retenus en otage ou portés disparus dans ce pays. Reporters de guerre, un métier à risque qui ne décourage pas, vous allez le voir, les jeunes générations. William a encore du mal à mesurer sa chance. Là, au bord du canal à Bayeux, l'une de ses photos est exposée. Une petite consécration pour ce jeune reporter de 23 ans. Malgré sa méconnaissance des zones de guerre, il a pris le risque de se rendre seul à Alep en Syrie. À quelques mètres de sa photo, un autre cliché de la guerre en Syrie, pris par l'un des 4 journalistes aujourd'hui retenus en otage. Édouard Elias, un reporter à peine plus âgé que William. Pour ma part, je ne l'ai pas vécu comme des risques insensés puisque je suis parti, j'ai mis 3 mois pour préparer mon reportage. Ça a été contacter RSF, demander des conseils puisque j'étais tout seul. Ça a été un gilet pare-balles, ça a été une assurance pour me protéger en cas de problème. Au milieu de la foule attentive, William écoute l'hommage rendu à un photographe indépendant mort en début d'année en Syrie, Olivier Voisin, un nom qui s'ajoute sur la stèle à la longue liste des reporters tués cette année. Alors, les journalistes prennent-ils trop de risques pour couvrir la guerre en Syrie? Un faux débat, estime Adrien Jolms, qui couvre les guerres pour Le Figaro depuis 12 ans. La notion même de conflit a toujours comporté un certain nombre de risques. Ces risques ensuite, ils sont variables et il faut se rappeler que la situation évolue très très vite en Syrie, mais comme dans des conflits précédents. D'ailleurs, rappelons-nous à l'époque de l'Irak, il y avait eu un très lourd bilan de journalistes pris en otage, de journalistes tués. Dans les années précédentes, le siège de Sarajevo, le conflit des Balkans avait eu aussi un gros impact. Je crois que la notion de conflit, la couverture des conflits et la sécurité sont 2 notions complètement différentes. À ce jour, une dizaine de journalistes, dont 4 Français, sont retenus en otage ou portés disparus en Syrie. Un anniversaire à présent, celui des 30 ans de la marche pour l'égalité, également surnommée Marche des Beurs. Le 15 octobre 1983, des dizaines de jeunes, issus de l'immigration pour la plupart, entendent dénoncer la vague de crimes racistes. Des kilomètres à pied entre Marseille et Paris, un espoir pour ces jeunes Français, une page d'histoire oubliée racontée aujourd'hui par les protagonistes de l'époque. Il était le leader de la marche. Toumi Djaïdja regarde avec émotion celui qui va incarner son rôle au cinéma en novembre. La marche pour l'égalité est un morceau d'histoire un peu oublié. Pourtant, elle fut un électrochoc dans la France de 1983. Il y avait certaines discriminations qui à cette époque était assez... on avait atteint un pic dans la violence, vous savez, il fallait désactiver ça et la marche, à mon sens, a permis quelque chose de fantastique. Toumi avait 21 ans. L'été 83, alors qu'il prend la défense d'un autre jeune dans sa cité, un policier le blesse grièvement par balle. Ce sera le point de départ de la marche pour l'égalité. La France connaît alors une série de crimes racistes. Cela ne peut plus durer. Ces meurtres de jeunes, un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Il n'était que 32 marcheurs au départ. À leur arrivée à Paris en décembre, ils sont accueillis par 100 000 personnes. Ces enfants d'immigrés viennent de gagner leur droit à la parole. Toumi Djaïdja et ses compagnons
sont reçus par le président de la République. Il s'est passé qu'on lance un message de paix, pour l'égalité contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Oui, la marche a permis la reconnaissance de ces Français d'origine maghrébine. Mais dans les faits, 30 ans plus tard, leurs enfants et petits-enfants restent souvent des Français à part. Ils n'ont pas la même place, ils continuent à être assignés à une place qui est une place de seconde zone, une place moindre, avec tout un ensemble de manières de les discriminer, que ce soit pour les demandes de stage, pour l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Aujourd'hui encore, à diplôme égal, 4 patrons sur 5 affichent des réticences à embaucher des candidats ayant des origines maghrébines ou noires. La marche pour l'égalité n'est pas terminée. La célébration cette semaine de l'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante pour les musulmans, le nouveau dispositif imaginé pour protéger Venise des inondations et Marseille, capitale secrète de la France selon le New York Times. Voyons ce tour d'horizon proposé par Sophie Granel. Les musulmans du monde entier ont célébré l'Aïd el-Kébir cette semaine, une fête du sacrifice de plus en plus encadrée en France. L'abattage et le dépeçage des bêtes doivent désormais être effectués dans des structures agréées. 55 abattoirs temporaires ont reçu cette année l'agrément des autorités sanitaires, insuffisant selon la communauté musulmane. En 3 jours de mardi à jeudi, ce sont près de 140 000 agneaux et veaux qui ont été abattus en mémoire du sacrifice d'Abraham. Bonne journée, bonne fête à tout le monde. Avec moi, boulot. Venise, sauvée des eaux, une démonstration grandeur nature du système de digue flottante qui doit sauver la Sérénissime du naufrage a eu lieu en fin de semaine dernière. Moïse, c'est le nom de ce projet providentiel, consiste en l'installation sur ces énormes blocs de béton de 78 structures mobiles placées aux 3 entrées de la lagune. Les digues d'acier sont immergées en permanence au fond de la lagune. On impulse de l'air dedans et elles commencent à flotter. Ce dispositif qui sera opérationnel en 2017 devrait coûter la bagatelle de 5,4 milliards d'euros. Mais Venise le vaut bien. C'est bien connu, nul n'est prophète en son pays. Souvent décrié en France, Marseille est encensée à l'étranger. Selon un journaliste du très sérieux New York Times, la cité phocéenne serait la capitale secrète de notre pays. Une ville cool et bohème qui ressemblerait à Berlin, le soleil en plus. Une image bien loin des faits divers qui caractérisent trop souvent la cité phocéenne. Et cet avis positif, les touristes semblent le partager. Ils ont été 2 fois plus nombreux cette année à visiter la ville. Alors 2 fois plus de touristes dans la cité phocéenne cette année. Il faut dire que la ville a su se transformer et développer ses nombreux atouts. Et l'année 2013, capitale européenne de la culture, lui a donné un sacré coup de pouce. Les Marseillais dressent un premier bilan. Ils construisent une ville en carton et sur ce chantier culturel-là, tous les Marseillais sans exception ont le droit de participer. On investit l'espace public, mais autant physiquement que aussi l'espace social. Mais il y a une façon de vivre ensemble qui est complètement différente. Jusqu'en décembre prochain, Marseille est toujours capitale européenne de la culture. Déjà plus de 6 millions de visiteurs. Et dans les rues, les Marseillais ont commencé à faire le bilan. Nous, on a vu les transformations de Marseille. Une ville qui est devenue, pour moi, une ville lumineuse. Je dirais que ça a été un très gros bonus pour la ville de Marseille, qui avait bien besoin de redorer son blason. N'empêche, ici tout le monde est d'accord pour dire que pour 90 millions d'euros, la ville est transformée. La Canebière a retrouvé son identité, on a rouvert des bâtiments désaffectés comme le Palais Longchamp, on a déplacé les autoroutes et transformé des quartiers entiers, comme ici, au Mucem, le nouvel emblème de la cité phocéenne. Je pense que le succès est attesté par les chiffres de fréquentation. Le 15 septembre, nous avons atteint notre 1 000e visiteur. Au moins un tiers des gens voient les expositions permanentes ou temporaires du Mucem. Donc on est bien au-delà de nos prévisions de fréquentation. Ce Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, on l'a vu partout à la télé. Ici, les expositions n'ont rien à envier aux expos parisiennes. Et dans ce musée national, l'accès est en partie gratuit pour un public avide de nouveaux lieux culturels.
C'est un bienfait, oui, tout à fait. Maintenant, il faudrait que tout le reste suive. Ici, depuis un an, quelque chose s'est vraiment passé et les Marseillais espèrent bien continuer à en profiter. Et on reste à Marseille, premier épisode cette semaine d'une série de 5 feuilletons consacrés aux croisières en Méditerranée. On embarque donc à bord du Preciosa, c'est le plus grand paquebot d'Europe, un rêve pour de nombreux passagers. Et pour commencer, découvrons le bateau avec Catherine, Marie-France et Jean. Sur le port de Marseille, règne une ambiance de grand départ. Un bateau gigantesque qui est amarré. 333 mètres de long, 18 étages, 1700 cabines, le plus grand paquebot d'Europe jamais construit. Pour ce couple de Marseillais, c'est une première. On doit embarquer donc sur le Preciosa, là. Et à quel endroit je dois me présenter? Par ici, là, sur votre droite. Pendant une semaine, Marie-France et Jean Di Chiara vont sillonner les côtes méditerranéennes à bord de ce géant des mers. Oh là là. Alors, nous, je pense qu'on va être ici, là, tu vois? Mais au fond, là. Bon, on y va. À bord, ils ont rendez-vous avec un autre couple d'amis. Mais avant, ils doivent rejoindre leur cabine. Bonjour. Vous allez au pont 11. Et dès l'arrivée, c'est l'émerveillement. Que c'est beau. Escalier décoré de cristal. Tu as vu comment c'est beau? Ascenseur panoramique. Marie-France et Jean en prennent plein la vue. Direction le 11e étage pour rejoindre leur cabine. Je vais demander bonjour. La chambre 11 062. Et c'est une expédition qui commence. C'est là, tu vois, voilà, c'est ce que je t'ai dit. Après plusieurs centaines de mètres de couloirs parcourus, enfin, ils sont chez eux. Ah, ça marche. Oh, c'est beau, ouais. Je pensais qu'elle était un peu plus grande. Hein? Pas petite. Non. Marie-France et Jean se sont offerts une belle cabine. Une pièce, 25 mètres carrés et surtout un balcon. Belle vue sur la mer, là. Hein. 6 étages plus bas, Catherine Montéan, venue de région parisienne, est en pleine installation. Et pas de place à l'improvisation pour cette infirmière, tout juste à la retraite. À 63 ans, Catherine a laissé mari et enfant pour vivre une expérience inédite. Je rêvais de faire une croisière depuis longtemps et j'avais envie de faire un break et de le faire un petit peu toute seule pour prendre un petit peu de la distance avec le travail, avec la région parisienne. Donc la Méditerranée me semblait appropriée à cette saison-ci en tout cas. Regardez la piscine, regarde la piscine. Sur le pont principal, tiens bien, mais on va regarder la piscine. Hein. Pas de temps à perdre. Marie-France et son mari ont enfin retrouvé leurs amis. Découverte du bateau, avec ses 4 piscines. Ah, il y en a une autre là-bas, regarde, il y a encore une autre piscine, viens voir. 12 jacuzzis, 7 restaurants et 21 bars. Ambiance garantie pour la semaine. C'est bon, c'est dans la boîte. À moins d'1 heure du départ, exercice de sécurité pour tous les passagers. Depuis le naufrage du bateau de croisière Concordia il y a 1 an et demi, cette démonstration est obligatoire. Très encombrant, je pense qu'avec le stress ça doit être un peu... Il faut chercher la sangle, vaut mieux qu'elle soit bien préparée à l'avance. Là ça y est, c'est bon, j'ai pris mon repère, c'est bon. Normalement je flotte. Enfin, le départ. Pour ne rien manquer du spectacle, Catherine a rejoint le pont supérieur. Vous avez vu la taille du petit bateau là à côté de nous? Ah oui, c'est le grand départ. Un peu d'émotion. C'est comme c'est une première fois, comme toutes les premières fois. Oui, je pense que c'est un beau voyage quand même. Hein. C'est une chance de pouvoir le faire. Pendant une semaine, ce paquebot va mener ses passagers de l'Italie à l'Espagne, en passant par la Tunisie. Et on retrouvera nos croisiéristes la semaine prochaine pour une escale à Gênes, en Italie.
Eux ont quitté leur port d'attache pour venir en France. On les appelle les Chibani, les vieux en arabe. Ces travailleurs immigrés arrivés massivement sans leur famille dans les années 60 et qui, aujourd'hui, terminent leur vie seuls dans des foyers loin de leur pays d'origine. Les Invisibles racontent leur histoire, une pièce à découvrir actuellement sur la scène du Théâtre 13 à Paris, puis en tournée en France. Chibani en arabe, cela signifie les cheveux blancs. En français, on dirait les vieux. Et pour de jeunes quinquagénaires, la transformation demande un peu de travail. Je vais devenir grisonnant. Le Chibani grisonnant. Hamid, Driss et les autres sont des travailleurs immigrés, retraités, dans leur foyer Sonacotra. Salam alaikum. Ils vieillissent, entre exil, solitude et désœuvrement. Elle est vieille, elle est bête, elle est moche. Heureusement, elle porte le voile, ça cache un peu. Ce sont des gens qui sont dans l'attente évidemment de la fin. Mais bon, ils sont pas résignés, hein. Donc pour nous, c'est un honneur vraiment de les représenter sur la scène, quoi. Des personnages dont le quotidien est fait des tracasseries administratives du dossier de retraite ou du rêve d'un retour impossible vers le pays d'origine. C'est trop cher ici, la chambre, le manger, l'électricité, il n'y a plus rien. Il y a plein de Chibani. Vous des ordres. Ouais, mais ça fait 2 ans que j'ai pas vu. Du théâtre inspiré par le vécu. Dans ce café social à Belleville, les Chibani sont accueillis, soutenus au quotidien. Leurs témoignages, leurs histoires ont nourri la pièce. La plupart des mots qu'ils ont dit, moi j'ai passé ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on traîne un peu, etc. Ils montrent les retraités qu'ils vivent mal dans les foyers, quoi. C'est pas une vie, mais c'est plus fort, ils peuvent rien faire. Je suis bien content d'être à la retraite ici, poste de soins gratuits. Mais c'est très bien pourquoi on reste tous ici. Si je rentre au pays, je perds mon complément de retraite. J'ai voulu donner la parole à ces hommes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. C'est des hommes de l'ombre, c'est des gens qui ont traversé l'histoire de manière complètement transparente. Pour moi, c'était une manière aussi de les rendre visibles. Chez la gomina, l'huile d'olive. Avec délicatesse, drôlerie parfois, Invisible rend hommage à ces vies de labeur, à ces parcours singuliers de Chibani. Les trésors de la République. On connaît l'Élysée, beaucoup moins les autres résidences présidentielles. Eh bien, tout cela pourrait changer dans les mois à venir. François Hollande entend ouvrir au public les portes du fort de Brégançon dans le Var dès l'année prochaine. Le fort de Brégançon paraît toujours inaccessible, mais en 2014, il sera ouvert au public et pas seulement pour les journées du patrimoine. À cette perspective, les promeneurs de la plage de Bormes-les-Mimosas imaginent déjà ce qu'ils vont découvrir. La chambre de Nicolas ou celle de François. L'amusement de voir comment Chirac a vécu ces années fastes et puis le point de vue, il doit être joli. Joli point de vue en effet, pour la résidence d'été des présidents de la République depuis 1958 et pourtant tous ne l'ont pas aimé. Général de Gaulle, il n'aimait pas beaucoup, il préférait être à Colombey pendant l'été. Il y avait plein de moustiques, il détestait ça, les lits étaient trop petits pour lui, ses pieds dépassaient, enfin ça allait pas du tout. Tout changera avec Georges Pompidou et son épouse. La forteresse austère se part du mobilier design qu'affectionnait le couple. Brégançon devient un lieu politique. On y voit flotter le drapeau de l'URSS pour un sommet Pompidou-Brejnev au bord de la mer. Valéry Giscard d'Estaing, lui, voulait faire simple en arrivant au volant de sa voiture à Brégançon. Brégançon est un lieu de silence et de réflexion. Propice à la méditation. Propice à la réflexion. Un lieu de rêve aussi pour les chasseurs d'images plus ou moins consentis. VGE prenant un bain de mer, Jacques Chirac immortalisé en vacancier avec son Bermuda et ses chaussettes de ville. François Mitterrand, lui, ne fréquentait guère Brégançon. Ce que tout le monde pense, c'est un bel endroit. Au jogging qu'il pratiquait autour du fort, Nicolas Sarkozy a vite préféré la maison du Cap-Nègre de son épouse Carla, toute proche et bien plus discrète. François Hollande, lui non plus, ne garde pas le meilleur souvenir de son premier été de président sur le fort. Il y a un inconvénient majeur, c'est que c'est comme l'Élysée est une prison à Paris dans le 8e arrondissement, Brégançon est une sorte de prison sur un piton rocheux, à quelques encablures des plages très peuplées pendant l'été et très accessible aux paparazzi qui connaissent absolument tous les coins où on peut aller photographier un président, une première dame en maillot de bain.
Mais outre Brégançon, pendant longtemps, les présidents ont eu le choix pour leur villégiature. Rambouillet, la résidence d'été dont les chasses étaient célèbres et où l'on mettait un peu la République en vacances. Il y avait donc le château de Rambouillet, mais aussi Souzy-la-Briche, une belle demeure nichée dans la forêt de l'Essonne. Les 2 résidences ont été reconverties et ouvertes au public. Mais il en reste une, très prisée celle-là, la Lanterne, une dépendance du château de Versailles, au confort très actuel. Piscine, tennis, Nicolas Sarkozy l'affectionnait, François Hollande y a carrément passé sa semaine de vacances. Il s'y rend régulièrement les week-ends pour travailler, mais au vert, à 30 minutes de Paris, il est apparemment plus dépaysé qu'à Brégançon. Autre page d'histoire du premier choc pétrolier de 1973 à la consécration d'Albert Camus, prix Nobel de littérature. C'est l'heure du rétrozap de la Méditerranée. Comme vous le savez, cette rubrique revient sur des événements dont c'était la date anniversaire cette semaine, des images d'archives que l'on doit à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et on commence par l'élection du pape Jean-Paul II, c'était il y a 35 ans. Ce nouveau pape, Jean-Paul II, fils d'ouvrier, ouvrier lui-même avant d'être étudiant, est âgé de 58 ans. Pour mieux le connaître, nous rejoignons à Rome Claude Brevelli qui, comme tous les spécialistes, a vécu ce moment historique. Le cardinal de Cracovie ne figurait bien sûr dans aucun pronostic. Claude Brevelli. 18h19, la fumée blanche apparaît au-dessus de la chapelle Sixtine. Aussitôt, Radio Vatican confirme, un nouveau pape a été élu. C'est le 264e pape. Élu donc après 8 tours de scrutin d'un conclave qui aura duré 2 jours. L'Organisation des pays arabes décide de réduire de 5% chaque mois la production de brut jusqu'à ce qu'Israël évacue les territoires occupés et que les Palestiniens retrouvent leurs droits. Ce n'est pas de 5% mais de 10% qu'en fait chaque pays décide de réduire sa production. Ensuite, ce sont les exportations vers les Pays-Bas qui sont bloquées, puis vers les États-Unis à cause de leur attitude hostile envers la nation arabe. Albert Camus a mis en lumière les problèmes qui se posent de nos jours aux consciences. C'est le jugement que portèrent les jurés qui attribuèrent le 17 octobre 1957 le prix Nobel de littérature à l'auteur de La Peste. Albert Camus a 44 ans lorsqu'il reçoit à Stockholm des mains du roi Gustave la récompense la plus universellement enviée. Je ne suis pas juif. Vous, monsieur le rabbin? Notre propos n'est pas de Funès et moi de faire la politique, c'est pas ça. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif. Parce qu'hier je ne l'étais pas, voilà. Nous ne sommes pas des gens qui véhiculons, qui envoyons des messages. C'est des miracles, Salomon, un vrai miracle. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi parce que je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi anti. Non, pas la moustache, non, Et ça n'a pas vieilli. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Grégoire Bouscambert qui vous accompagnera pour un nouveau journal de la Méditerranée. On se quitte avec ces images renversantes de voltige aérienne dans le golfe de Sainte-Maxime. Un meeting qui a réuni les meilleurs pilotes français au-dessus de la Grande Bleue.